Donc, vas-y, je vais pas bouger. Alors, cher public, bienvenue à notre table ronde du chapitre de l'Assomption. Une année capitulaire, chapitre général, chapitre provincial. Nous avons quelques intervenants qui nous ont rencontrés ici présents. Et donc, on va pouvoir leur poser des questions. Et donc, voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont vécu leur chapitre. Voilà, j'ai marqué quelques thèmes, l'ambiance, les découvertes, les convictions, les paroles vécues, mais aussi la prière, comment vous avez avancé avec le Seigneur, les thèmes qui vous ont marqué, tout ça en essayant d'être dans un esprit d'unité. Donc, chers intervenants, essayez d'être brefs, on va essayer de partager les paroles de cette manière-là. Je suis avec Rommel, qui va aussi m'accompagner pour accompagner la parole. Et, cher public, vous avez également aussi vos questions. Donc, si vous le souhaitez, eh bien, voilà, vous demandez la parole et on va essayer d'intervenir. Vous pouvez vous concerter aussi si vous avez des éléments. Voilà. Sur ce, nous allons commencer. On commence d'abord par présenter nos chers intervenants. D'abord, à ceux qui ont participé au chapitre général. D'abord, avec le frère Libier, qui faisait partie du conseil général. Voilà, vous connaissez tous le frère Libier. Présente-toi un petit peu. Comment tu t'appelles? Quelles ont été les missions que tu as reçues à l'Assomption aussi? Enfin, les grandes missions. Didier Romeo, je suis français, mais d'une famille la moitié de ma famille, plus de la moitié de ma famille est belge. Je suis né au Congo. Je suis ingénieur en aéronautique. Comme religieux, j'ai travaillé en gros 12 ans comme ingénieur en aéronautique dans la qualité de la construction des avions, Airbus. 12 ans à Bayard, au département financier. J'ai créé l'auberge de jeunesse chrétienne de Paris. J'ai été 3 ans, je crois, économe provincial à l'époque de France, et puis je sors de 12 ans d'économie générale. Merci. Le père Roger est invité au chapitre général, mais capitulaire pour le chapitre provincial. Et puis, Père Bernard va présenter aussi ce qui est dans 3 minutes, 2-3 minutes. Bernard Roser, je suis français, mais mon père est allemand. J'ai 75 ans. J'ai travaillé pendant 20 ans, après mes études de théologie et de sciences économiques, j'ai travaillé pendant 20 ans au Comité catholique contre la faim et le développement, ce qui m'a fait beaucoup voyager à travers le monde. Puis j'étais élu assistant général. À l'époque, j'étais frère. Je n'étais ordonné qu'à 49 ans. Donc pendant 30 ans, j'étais religieux, frère. Et puis après, prêtre, pendant que j'étais assistant général. Et puis depuis 17 ans, je suis au Philippines. Voilà. Nicolas Poto, qui était capitulaire à la fois au chapitre général et aussi au chapitre provincial, qui était à Desbrousses jusqu'au présent, et puis bientôt. Donc Nicolas, moi je suis français, je suis du nord de la France, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, puis après je suis entré à l'Assomption. Donc à l'Assomption, ma première mission c'était à l'auberge de jeunesse, donc j'ai fait la succession, je ne vais pas remplacer, parce qu'on ne peut pas le remplacer, j'ai fait la succession de Didier. J'ai habité là-bas pendant 8 ans, donc j'ai aussi fait une thèse sur Saint-Augustin. Voilà. Puis après, donc, on m'a demandé d'aller au noviciat. J'ai fait 3 ans au noviciat. Ensuite, on m'a demandé d'aller à Lyon-de-Brousse. Je suis allé à Lyon-de-Brousse. On m'a demandé de revenir au noviciat normalement. C'était normalement pour 1 an. Vous voulez donner qui sont les novices de Nicolas Poto? Et encore, elles sont parties. Et puis, le frère Georges, vicaire de l'Afrique de l'Ouest. Alors, le mandat du vicaire est terminé depuis un certain temps. Je suis actuellement curé de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Sokolé. Je suis togolais, donc j'habite au Togo. Je suis enseignant d'arabe et d'islamologie. Donc, j'ai été au chapitre que j'ai partagé la joie de mes frères. On n'a pas encore reçu une consultation pour un nouveau, donc... Certains parmi nous seront consultés aussi, j'imagine. Voilà. Et puis le père Jean-Paul. Oui, bon,
moi je me suis déjà présenté, donc... Dans l'émission précédente. Il a pas changé de Pour faire ce que j'avais dit tout à l'heure. Il a rempli le rôle de procurateur. Non, Procureur, donc animer les promoteurs. Alors, prochaine question, on va vous demander un petit peu quelles ont été, allez, on va faire la chose simple, voilà, les ambiances de vos chapitres que vous avez vécus. L'ambiance était plutôt studieuse, sympathique, détendue, enfin voilà, voir un petit peu, donnez-nous des mots sur les les chapitres que vous avez vécus, que ce soit général ou provincial. Voilà, peut-être le lieu, voilà, dans quel contexte on a vécu ces chapitres. Peut-être nous rêver. pour moi, les deux chapitres, c'est fraternel et puis c'était studieux. Du fait de ce que j'ai eu comme mission. Vraiment les deux, quoi. Mais fraternel, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un espace, notamment au chapitre général, en province d'Europe, je connaissais à peu près tout le monde, mais au chapitre général, j'ai fait la connaissance avec des frères que je ne connaissais pas, et en fait, ça a renforcé les deux choses. Merci, fraternel et studieux. Oui, la fraternité était au rendez-vous pour les deux chapitres, mais le chapitre général était pour moi plus studieux que le chapitre provincial, d'autant plus que je me suis retrouvé à travailler dans 3 commissions et je ne savais pas comment se faire. C'était vraiment exigeant. Mais le chapitre provincial, c'est beaucoup plus fraternel, c'est beaucoup plus, moins relax, quoi. Ah, relax. Ben Jean-Paul a un peu pris les mots que moi je voulais employer. Fraternel dans les deux cas, même si c'est pas la même fraternité. C'est-à-dire qu'au chapitre général, il y avait beaucoup de religieux que je connaissais pas, notamment les religieux d'Amérique du Sud, des religieux de la province d'Afrique, alors qu'au chapitre provincial, bon, je connaissais tout le monde. Et studieux dans les deux cas, alors me concernant pas pour les mêmes activités. Au chapitre provincial, on m'a demandé de faire une matinale ou un fil rouge. Vous avez peut-être suivi sur YouTube. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, mais en amont, avant d'arriver au chapitre. Au chapitre général, moi je me suis retrouvé dans le secrétariat, alors j'étais pro-secrétaire. Donc en fait j'ai assisté Michel Kudler. Donc toute la journée j'avais les yeux dans les comptes rendus. C'était aussi très studieux. Merci. Bernard. Moi, je compare un peu par rapport aux autres. C'était mon 8e chapitre général. Ah, Et, alors chapitre ici, je vais être le 12e, enfin, je ne sais pas combien. Je n'ai pas fait le compte. Pour moi, c'est l'internationalité. Et c'est vraiment, on avait à un moment donné employé le mot basculement. Mais je crois que c'est vrai. Avant, les chapitres étaient très français. Et la façon d'animer les chapitres, ben, c'était grand débat d'idées, enfin, etc. Là, non, c'était plus calme, il y avait beaucoup de travail. Je dirais au niveau de la méthode, beaucoup se passait dans les commissions. Et quand on passe dans la grande assemblée, là, c'est un peu plus mou, parce que c'est difficile. C'est pas toujours les langues et tout, c'est plus lent. Et parfois, on disait, est-ce que tout le monde participe? Mais je crois que, oui, tout le monde participait, mais plus au niveau des petits groupes, etc. Quoi. La deuxième partie, un peu, n'était pas aussi simple. Mais pour moi, c'est vraiment l'international. Merci. L'internationalité, en comparaison avec les chapitres français, avec les grands débats. Ou européens, disons. Européens. Merci. Oui, je rebondirai un peu là-dessus. D'abord, je dirais sans tension. Alors, ils ont dit fraternel. Moi, je dirais sans tension. J'ai connu, moi je suis mon 3e, mais j'espère que ce sera le dernier, chapitre général. J'ai connu les chapitres généraux avec de fortes tensions. Ici, il n'y a pas de tension. Donc, on peut dire que ça va fraternel, mais c'est un peu autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet sur lesquels on s'est étripé. Après, effectivement, un chapitre de basculement, je veux dire un peu vite, mais avec la disparition des Français. Dans les chapitres précédents, les Français avaient encore le poids majeur de la congrégation. Et là, c'est fini. Il en reste, il reste des Français. Mais ils sont maintenant franchement minoritaires. Et effectivement, c'est autre chose. C'est une autre réalité. Donc, ça reflétait davantage la réalité démographique actuelle de la congrégation. On m'avait demandé la même chose pour le chapitre de lire un peu des trucs. J'avais donné 2 éléments. C'est les élections qui m'ont frappé au chapitre général. Dès
dès l'entrée, l'équipe d'animation du chapitre général, il n'y avait pas d'Européens, excepte le supérieur général sortant, qui est le président du chapitre. Donc ça donnait tout de suite le ton. Et je crois que ça a préparé aussi l'élection de Goa. Mais après, dans les élections, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas eu, ça a été très vite. Oui. Presque toutes les élections sont faites au premier, voire au deuxième tour. Il n'y a pas eu des tours interminables pour savoir, on était tous d'accord, et tout, c'est passé comme ça. Ça, c'est au chapitre général. Oui, et le deuxième point, c'était, moi, ce qui m'avait frappé au chapitre général, c'est la prière. C'est-à-dire que tous les jours, tous les membres se réunissaient pour l'oraison, le matin. Vous étiez où pour prier? À la chapelle. Monsieur qui? C'est nationaliste. D'autres échos sur les élections ou la prière, peut-être Donc, peut-être, Bernard disait qu'il n'y a pas eu de débat, c'est vrai, au sens de. Mais au chapitre général, il y a eu énormément de prises de parole en assemblée. Pas seulement dans les commissions, mais dans l'assemblée. Et assez curieusement, pas les plus jeunes. C'était différent du 17. En 17, il y avait plein de gens qui n'avaient rien dit. Ouais. Cette fois-ci, tout le monde est Au chapitre de 2017, on est sorti avec un peu pincement là de cœur, comme quoi, il y avait du monde, mais ça n'a pas parlé, quoi. Là, c'était un peu l'inverse. Mais vous savez, il y a eu une préparation préalable qui a favorisé cette prise de parole. D'abord, il y a eu la commission préparatoire qui a fait un bon travail, que nous avons essayé d'accopier, d'opérationnaliser. Mais il y a eu aussi une formation d'un primo-capitulant. J'insiste sur cette formation parce que plus de la moitié, nous étions pour la première fois à un chapitre. Et donc, Bernard, et puis ils nous ont formés toute une journée. Et donc, l'ambiance était cool, quoi. On avait les outils nécessaires pour entrer dans le débat. Vous n'arriviez pas de manière perdue, genre, qu'est-ce que c'est ça? On savait ce qui nous attendait. On savait qu'il faut s'y mettre, pas de la plaisanterie, et que voilà, c'est. Et pour revenir sur ce que Bernard disait là, au niveau de la composition de l'équipe d'animation du chapitre général, c'est vrai qu'il n'y en avait aucun qui était français, et en même temps, dans la province d'Europe, on les connaissait tous. Donc il y avait Jean-Paul Burkinabé qui a fait le noviciat et quelques années en France. Il y avait Jean-Paul Moussangagna, que certains ont connu, qui a fait une longue période à Cachan, qui était formé aussi à Bayard. Il y avait Joseph Chi Hai, avec qui on était postulant en France, vietnamien, avant qu'il parte en Amérique. Et le quatrième, c'était Ngoa, voilà, qui était congolais, formé au Mexique, en mission aux Philippines. Du coup, pour moi, c'est des religieux vraiment passeurs. Ils ont en eux différentes cultures. Et en fait, quand on élit par exemple Ngoa, on ne sait pas si on vote pour un Mexicain, pour un Philippin, ou pour un Congolais, ou pour un Européen. Voilà. En fait, c'est tout à la fois. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le français était majoritaire. Il n'y avait plus de français, mais la langue française était largement majoritaire. On avait en place un système de traduction anglais, espagnol qui a coûté très très cher, mais qui servait à presque personne. Il y avait deux frères d'Amérique latine qui parlaient qu'espagnol parce que les Américains les bilingues ne parlent qu'espagnol. Et il y avait deux frères anglophones qui comprenaient bien le français. Et pour tout le reste, c'était. Parmi d'après vos impressions du chapitre général, qu'est-ce que vous pouvez dire à nous, les jeunes frères? C'est quoi l'Ascension? Quelle est l'image de l'Ascension que vous pouvez retenir de ce chapitre général? Bon, enfin, je ne sais pas. Les visages changent, on va dire, comme ça. Mais pour moi, c'est toujours la même ascension. Avec un souci que j'ai senti chez tout le monde, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure. C'est comme si on a atteint un niveau où on s'est dit, mais il faut qu'on retourne un peu à nos sources. Donc pour moi, c'est une ascension qui est en quête d'elle-même, en fait. Pas qu'elle ne se connaît pas totalement, mais envie et surtout de transmettre ça aussi aux nouvelles générations. Et puis il y a la dimension internationale, interculturelle, donc c'est une ascension au visage multiple, d'où justement les défis pour l'avenir, de travailler ces questions d'interculturalité pour le vivre ensemble. Et je pense que je ne sais pas ce qui va se dire, ce qui va sortir des textes, mais j'ai pensé qu'on a une famille religieuse qui est déjà dans la démarche synodale depuis de nombreuses années, mais qui pourrait être enrichie, y compris dans son identité, dans sa manière de vivre,
et de vivre avec les laïcs, avec peut-être ce que nous allons recevoir de nouveau avec le synode et la synodalité. Alors, l'image que moi j'ai eue de la question, c'est un corps uni. Un corps uni qui cherche à avancer ensemble. Passionné pour quelque chose, c'est le règne. Quelle que soit notre diversité, nous cherchons cette harmonie-là pour pouvoir avancer. Alors, je vous dis, le bon basculement est sorti, a fait le tour, mais en réalité, ce n'est que quelque chose qui ne nous caractérise pas en tant que tel. Le plus jeune du chapitre, c'était un Français. C'est Clément. Ce n'est pas un Ougandais. Il n'était pas capitulant, mais il était là pour travailler. Alors ce n'est pas l'Ougandais, ce n'est pas un Vietnamien, ce n'est pas un Togolais, c'est un Français. Alors, nous tous, nous étions là pour chercher la volonté du Père qui nous est tracée dans le royaume que nous voulons annoncer ici et maintenant. Voilà. Donc un corps uni. Ouais, moi j'aurais deux éléments. Le premier, ce qui m'a frappé, c'est le rôle des laïcs. Je pense que l'Assomption, c'est des religieux, il y a aussi des laïcs qui sont en alliance avec nous. Jean-Paul en faisait écho au début du chapitre général. Donc chaque province, chaque provincial présentait sa province. Donc il avait un certain temps, puis PowerPoint, etc. Et après, il y avait le responsable des laïcs de la province qui présentait ce que faisaient les laïcs. Et du coup, ça donnait un poids important aux laïcs. Et moi, j'étais assez marqué par les laïcs, surtout d'Afrique, de Madagascar et d'Afrique de l'Est. En fait, j'avais dans la tête l'idée que ça c'était il y a 20 ans, c'était un peu l'Europe qui était en première ligne pour les laïcs et qu'en Afrique, il n'y avait pas grand-chose. En fait, là, c'était l'inverse. Et de voir tout le dynamisme des laïcs qui parfois poussaient les religieux pour faire telle ou telle mission, quand les religieux étaient un peu frileux par rapport à ça, voilà, je trouve ça très, très intéressant. Voilà, je pense que les laïcs peuvent aussi nous apporter. La deuxième chose, c'est alors l'unité, mais aussi l'unité dans la diversité. Quand on rencontre des assomptionnistes qu'on n'a jamais vus d'autres provinces, on sent que fondamentalement, on est tous les deux assomptionnistes. Et en même temps, des accents qui sont différents. Par exemple, sur le texte d'orientation, là, il y a la manière dont c'est présenté, c'est d'abord la fraternité qui s'ouvre à la mission. En fait, quand on en discutait avec tous les Européens, ils étaient tous d'accord que c'était comme ça. Et d'autres provinces, notamment plutôt Amérique du Nord, Amérique du Sud, pour eux c'était d'abord la mission et après la fraternité. Je me dis, il y a quelque chose de l'être assomptionniste qui se dit là. Donc finalement, c'était laissé dans ce sens-là parce qu'il fallait bien ensemble. En deux mots, c'est une assomption qui est interdépendante, solidaire, et le mot un peu nouveau, c'est transversalité. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas uniquement dans sa culture, dans son pays, mais vraiment au point large, et on est prêt, parce que la dimension missionnaire a été aussi très, très mise en avant, on est disponible. On est disponible pour aller dans d'autres cultures, pour apprendre, etc., mais en solidarité. Et ça, je crois que c'est une autre dimension de la fraternité. Pour moi, ça va être le grand défi des années qui viennent. Comment vivre cela au-delà des mots? Je vais peut-être apporter un accent discordant. Découverte, moi je connaissais tout le monde et je connaissais toutes les réalités de tous les pays dont on parle. Donc je reviendrai sur ce que tu as dit aussi, là, le poids des laïcs. Mais le mot discordant que je voudrais donner, c'est qu'on n'a pas toujours tout dit. Je connais des problèmes importants qui existent ici ou là dans la congrégation qui n'ont pas été mentionnés. Souvent on dit les assomptionnistes sont francs, etc. Moi, j'y crois plus à ça. Un peu quand même. Non, la franchise des assomptionnistes, je n'y crois plus. Donc, on n'a pas tout dit. C'est comme ça. Après, peut-être que vous le savez, mais juste quand tu disais quelle est l'Assomption, c'est important à savoir, on est à peu près 950 aujourd'hui dans le monde. Hein. Vous savez qu'on a culminé autour de 2000 dans les années 1960. Et aujourd'hui, on réaugmente petit à petit de 10-15 par an. Pas beaucoup plus, 10-15 par an. La moyenne d'âge est très basse, la moyenne d'âge est à 45 ans. Donc nous sommes une congrégation très jeune et en croissance. Donc
ça c'est à savoir. Et maintenant, au niveau des prévisions démographiques, je les avais déjà fait il y a 7 ans, elles se sont trouvées justes. En 2030, ce qui est demain, il y aura 60% des assomptionnistes qui seront en Afrique, Madagascar, 20% qui seront en Asie, 10% qui sera dans les Amériques et 10% en Europe. Alors, ce n'est pas ceux qui habitent, parce que moi je ne peux pas prévoir si un Togolais va être nommé à Paris, hein, mais originaire de. Donc voilà l'image de la congrégation. Merci. Avant d'avancer aux questions, peut-être on a déjà utilisé pas mal de mots, pas mal de phrases. Chaque frère va dire un mot qu'ils ont retenu après les paroles données par nos frères, un mot que vous avez retenu. La fraternité. Sans tension. Prière. Unité. Flamand. Oui. Interdépendance. Fraternel. Fraternidad. Le corps unité. Le corps uni. Découverte. Congrégation jeune et manque de franchise. Fraternité. Corps uni. Solidarité. S'ouvrir à la mission. S'ouvrir. Tiens, les deux. Le deuxième. Moi, j'ai l'unité dans la diversité. Moi, c'est plutôt de sa recherche elle-même. Le rôle des laïcs. Fraternel. Encore unis. Bon, allez. Et puis moi, j'aime bien le sans franchise. C'est un appel. Alors, on a encore quelques minutes. Je vous propose c'est qu'on entre peut-être un peu plus dans les profondeurs. S'il y a peut-être une question, chose qui vient dans l'assemblée, profitons-en, c'est le moment. Vous avez une question qui n'est pas forcément à chacun, mais peut-être à une personne particulière. Une question. Comment on va aller dans le cœur des... Moi, j'ai une question par rapport à la place aujourd'hui qu'on accorde aux laïcs dans la congrégation. C'est vrai que l'Assomption, depuis le départ, est très en lien, très en phase avec le laïcat, avec les laïcs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de synodalité, cette marche-là avec les laïcs. Mais est-ce que, selon vous, on ne s'avance pas un peu trop vers, je dirais, une porte qu'on ne pourra pas refermer après? Merci. Alors, question alliance laïque religieux, un des thèmes qui est abordé de manière conséquente dans les commissions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en avez pensé? Voilà, éventuellement des convictions qui sont déjà présentes, et puis un peu comment les débats ont pu se vivre et les points de fois. On vous écoute, je ne sais pas qui se prend la parole. Je vais essayer de me lancer. Je pense qu'avec les laïcs, donc il y a effectivement le terme d'alliance, c'est un peu une question de unité sans fusion. Et que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Certains religieux trouvent que les laïcs c'est bien, mais à distance. Bon, certains religieux apprécient beaucoup les laïcs, certains laïcs apprécient beaucoup les religieux. Peut-être que certains laïcs voudraient être trop proches des religieux. Moi, ce que je sens, après je ne suis pas le seul à sentir, c'est que principalement en Europe, surtout en France, on parle beaucoup de la question des structures. Quelle structure, quelle organisation, etc. Alors c'est bien, mais il ne faut pas qu'on pense que à ça. Et l'essentiel, je pense que c'est la mission. Et c'est pour ça que moi, ça m'a surpris de manière très positive de voir comment, dans certains pays, les laïcs peuvent toucher les religieux pour la mission. Peut-être qu'on peut ajouter, Nicolas, que dans la tête des religieux au chapitre général, la notion d'alliance, bien que bien définie par des textes, n'était pas très claire. Il y avait des gens qui pensaient que l'alliance c'était seulement ceux qui avaient fait un engagement, il y avait ceux qui confondaient, qui pensaient que c'était tous les amis de l'Assomption. La notion n'est pas encore très très claire dans la tête de chaque religieux. Pouvez-nous préciser un peu c'est quoi la notion d'alliance, que nous soyons clairs sur cette réalité-là? Eh ben, c'est une réalité floue. Non, mais pour être clair, et le chapitre, quand vous lirez les textes,
vous verrez ce qu'on a dit là, il y a beaucoup de réalités. Et je dirais, chaque pays a une façon de voir et surtout de vivre actuellement moi je dis cette collaboration. J'en vois pas le mot alliance parce qu'il est très typé français, excusez-moi. Et donc, la réalité est très différente. Si je vois au Vietnam, essentiellement au Vietnam, c'est un réseau de donateurs qui aident et qui accompagnent afin d'autres. Bon, si on prend les laïcs de Goma, ils sont 400. Hein, 400 laïcs qui ont une caisse commune, qui bâtissent des bâtiments pour faire un centre d'Alzon pour réunir des gens. Enfin, et qui se réunissent une fois par semaine. Oui, ils se réunissent une fois par semaine, plus que dans certaines communautés. Non, donc c'est assez extraordinaire ça. Donc c'est des réalités, mais ils ont des différents. Oui, je pense qu'il ne faut pas s'y prendre des peu. Enfin bon, donc c'est des réalités très diverses. Et je crois que les deux chapitres, le général et le chapitre ici, accueillons cette diversité. N'essayons pas de mettre des règles, des trucs, laissons vivre. Mais pour te dire, la porte est ouverte, elle ne se fermera plus. Elle ne se fermera plus. Ça, il faut être clair. Et donc ça, je crois, dans notre être ascensionniste, où on est d'accord, où on n'est pas. À ce moment-là, après, il faut trouver les modalités. D'ailleurs, c'est aussi très culturel. Ça dépend aussi du mot de l'église qu'on a. Dans l'église cléricale, le laïc, dans d'autres, dans d'autres, ils remplacent parfois les curés. Donc, il y a tout ça. Et donc, je crois qu'il nous faut être très relax par rapport à ça, savoir qui on est, savoir ce qu'est être un ascensionniste, et de dire comment ça, les laïcs peuvent le vivre, qu'ils soient célibataires ou mariés. Là aussi, les statuts sont très différents. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc j'ai peur de parler, mais il me semble aussi qu'il faut être très franc, là, à la fameuse franchise, c'est-à-dire savoir dire, il dit la porte ne se fermera plus, donc savoir reconnaître, mais savoir aussi poser la limite. Mais souvent, on n'ose pas, donc les limites sont floues, je crois qu'il faut marcher dans la vérité et la franchise. Je crois que la porte ne se fermera pas plus parce que c'est originel. L'Assomption est dans un collège, vous savez, avec les laïcs. Donc je pense qu'en partant de cette base-là, ne se fermera plus. Alors ce qui est essentiel pour moi, quelles que soient les considérations définitionnelles ou structurelles, ce qui est essentiel, c'est que nous cheminons ensemble. Les laïcs ne sont pas nos subalternes, nous sommes ensemble et ensemble nous avançons pour faire avancer le règne. Ça c'est très important. Juste pour compléter, vous verrez dans les actes du chapitre général, peut-être provincial, il y a la question de la participation des laïcs au chapitre local des communautés. Et en fait, je pense qu'il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire que dans la communauté, il faut forcément que les laïcs participent à tous les débats. Ils disent non, la prière à 8h30, c'est trop tard, il faut faire le retour avant. Voilà. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que les laïcs participent dans des temps avec les religieux, mais pour décider ce que le groupe laïque religieux de la communauté va faire ensemble. C'est ça en fait. Donc il faut vraiment trouver la bonne articulation. Il y a une mission qui peut être partagée avec eux, ils enrichissent les religieux, et en même temps, c'est pas eux qui sont supérieurs de la communauté. Le supérieur n'est pas supérieur des laïcs. Non, tout à fait. Exactement. J'ai quand même constaté qu'au chapitre général, les laïcs étaient là pour une semaine, je crois, pendant la première partie du chapitre général. Mais au niveau provincial, j'étais là du début jusqu'à la fin. Bon, qu'est-ce qui justifie un peu ce choix? Du côté général, la coutume, c'était comme ça qu'on a fait le fois d'avant. Aussi la conscience qu'ils n'avaient pas décidé, participé à toutes les décisions. Mais ça fait quand même un mois. Comment? Ça fait aussi un mois. C'est au moins 25 jours. Oui, c'est ça. Mais je pense que quand ils sont partis, on peut dire qu'il y a eu un malaise, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que ça avait été. Ils étaient très contents d'être là, mais ils étaient frustrés de partir tôt. Ils étaient frustrés aussi de ne pas avoir participé au texte du chapitre général sur les laïcs. Bon, surtout la rédaction, il y a eu des débats, mais après ça fait son chemin. Ils étaient frustrés. Mais c'est vrai que c'est. Alors là, ça demanderait de regarder de près les choses. Si on veut rester pendant un mois, laïque et religieux,
contenu du chapitre général, c'est encore une autre question, quoi. Mon avis personnel à moi, c'est que ça se, comme je disais, il faut des limites. Ouais. Donc peut-être plus qu'une semaine, mais pas. Il y a un moment où il faut qu'on se entre nous. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a eu au moins 2 ou 3 jours que les laïcs étaient là avant. Avant, oui. Peut-être ce qu'on aurait pu faire, c'est que, en fait, ce nombre de jours avant la soirée réduit et que ça s'ajoute au nombre de jours où ils sont là pour le chapitre. Oui, ou c'est un autre ici pour la province d'Europe, c'est-à-dire peut-être qu'ils participent pas à tout, mais qu'ils ont 2-3 jours avant, tout ça. Ouais. Voilà, on essaye encore, c'est pas encore très défini. Moi, je crois que là, il faut une réelle évaluation. Et il faudrait surtout, me semble-t-il, une évaluation de notre chapitre-là, effectivement, et causer avec eux, qu'est-ce que ça veut dire. Ils sont très honorés d'être sur l'ensemble des choses et de connaître des choses, comment on vit, etc. Mais ce n'est pas ça le but premier. Et pour certains, je trouve que participer à l'ensemble, ils n'ont pas toujours le vécu de ça. Donc il y aurait une évaluation à faire, me semble-t-il. Merci. Alors, Hop, tu avais une question, oui. Tu veux nous la poser? Merci. En fait, vous savez bien que le monde, ça change. Et maintenant, c'est les robots, les AI qui jouent le rôle vraiment très important dans les techniques, dans le monde, même si ils sont très utiles pour la vie humaine. Mais au niveau de la foi et tout ça. Mais j'aime bien aussi dans le règle de vie de notre congrégation, il y a une phrase: les associationnistes sont hommes de son temps, hommes de la foi. Et comment, au niveau, c'est nous, c'est les jeunes en formation, et vous-même aussi. Et vous avez discuté ou parlé de ce sujet, comment les faire en formation, les jeunes faire, ou en général, les religieux associationnistes, comment s'adapter le monde. Devenir un homme de foi. Intelligence artificielle. Peut-être qu'on a des choses à dire, peut-être que vous avez travaillé ce sujet-là. Nicolas est le mieux placé. Non, mais c'est clair que c'est au cœur de nos échanges. Et d'ailleurs, ici, au niveau de la province, on s'est dit qu'il ne faut plus parler de continent numérique, mais de communication numérique. Mais c'est un lieu de défi. Hein. On pense surtout aux nouvelles générations. Et donc, du coup, c'est important pour la formation. Comment on va s'insérer dans ce monde-là de haute communication avec de nouvelles choses qui surgissent, pour lesquelles on a besoin, au moins les anciennes générations, de s'adapter, alors que vous êtes déjà en plein là-dedans. Donc c'est des questions qui sont au cœur des réflexions. Je ne sais plus, dans le document pour la province, il y a quand même des choses qui sont... Moi, ce qui vous a touché, peut-être un point fort dans ce domaine-là, et quel texte d'ailleurs que vous avez travaillé, s'appelle comment? Il s'appelle communication numérique. Et alors, les points qui nous ont Le premier point, c'est que c'est positif. C'est qu'on ne s'y embarque pas en disant c'est mauvais, attention, enfin, danger, et tout ça. Donc on dit c'est un nouveau lieu, même pour notre mission, et il faut y être. Alors après, on ne sait pas trop comment. Et alors on dit des choses, de travailler avec Bayard, il travaille ici avec des spécialistes sur ce monde-là, et tout ça, comment on peut aider là-dessus. Mais en même temps, on se dit comment à la fois on est connecté, et comment on a des temps de déconnexion. Parce qu'il n'y a pas de vide spirituel dans le brouhaha. Et puis, ça pose beaucoup de questions sur l'information, sur les fake news. Donc, il y aura une formation, mais qu'il faut inventer, parce que si elle existait, on la ferait tout de suite. Mais elle n'existe pas, et on dit c'est vraiment un monde nouveau, où il nous faut être présent. Oui, avec juste un élément, c'est qu'on souhaite que parmi les nouvelles générations que vous êtes, il y ait des gens qui puissent s'engager dans les études, en lien avec les questions théologiques dans ce domaine-là. Et technique. Et technique. Donc, voilà, je pense que ça, c'est un élément important. Il y a aussi un rêve, voilà, que
que moi j'essaie de lancer dans chaque chapitre, mais j'avoue que ça prend jamais. Voilà, moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait un jour une communauté d'influenceurs assomptionnistes. Vous avez des gens qui font des petites vidéos, on imagine Tian qui, sur son smartphone, fait des vidéos, ou Tian, voilà, voilà, annonce la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et qu'il ait des millions de vues sur TikTok. Parce que, alors en tout cas en France, hein, en français, bon, il y a quelques influenceurs comme ça, dont un dominicain notamment, ou alors un petit peu chez les tradis, bon, et en fait, le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant, à la fois sur le fond, et en même temps, les dominicains qui le connaissent lui, disent qu'il a quand même certaines difficultés à vivre en communauté, à mener une vie communautaire habituelle, tout en étant dans le monde numérique. Donc c'est vrai qu'il y a des questions, j'avoue que, en fait, au chapitre, on n'a pas vraiment tranché là-dessus, donc ça reste un petit peu en suspens. Donc moi je pense que c'est plutôt, ça c'est les jeunes religieux qui vont un peu faire un peu ça, pas les vieux, hein, les vieux que nous sommes déjà un peu. Voilà. Et donc là c'était de votre créativité, mais l'enjeu c'est toujours de rester des religieux, d'être des hommes de notre temps, mais aussi d'être des hommes de foi, et de ne pas partir se perdre dans le monde numérique, parce que le royaume de Dieu il n'est pas numérique, le royaume de Dieu il est réel. Pas forcément grand-chose d'intelligent à dire ce point, j'ai juste un avis personnel, 2 points. Moi, je suis frappé on dit qu'on est une congrégation spécialisée dans la communication. Il n'y a aucune formation, aucune réflexion sur la manière dont nous absorbons tout ce qui traîne sur Internet. Et c'est particulièrement vrai en Afrique, mais c'est vrai partout dans le monde. Et je trouve que là, il y a un gros creux de la congrégation. On ne réfléchit pas à la manière dont on absorbe des informations qui sont plus ou moins étayées. Ça, c'est le premier point. Et une chose auquel moi je suis sensible, bon, j'ai mon âge, hein, mais je suis en train de lire un livre en anglais sur tout, ça s'appelle Innovation and Hype. Donc, c'est sur toutes les innovations technologiques sur les 300 dernières années dont on a probablement un merveille et qui sont effondrées. Et donc, l'intelligence artificielle, je pense qu'il est trop tôt pour savoir quel est l'impact de l'intelligence artificielle. Je voulais juste signaler qu'en Afrique de l'Ouest, on a quand même réfléchi sur le rapport, on parlait autrefois des nouvelles technologies de l'information et de la communication. On avait fait un document là-dessus au niveau, moi j'étais à la commission formation. Donc c'est quand même une préoccupation. Après, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est aussi une attente. C'est qu'il faut qu'on ait quelque chose de systématique. Pour moi, on devrait pouvoir être une référence dans ces questions-là. Vous savez, je ne sais pas en France ici, mais systématiquement, en tout cas en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui connaissent un peu l'Assomption, quand vous présentez communication, en fait, Assomption, c'est égal à communication. Je me rappelle, j'ai participé à un forum de la vie religieuse en Afrique de l'Ouest, et puis on cherchait quelqu'un pour faire la modération. On a dit, mais il y a un assomptionniste qui est là. Et mais pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans la communication. Et donc, je me suis retrouvé là, à animer le truc, alors que, bon, non, donc il y a quelque chose vraiment à faire dans ce domaine. Et je pense que c'est là, d'ailleurs, quand on a parlé de pas de plus, pour moi, c'est un des lieux où on doit faire un pas de plus. En étant vraiment, et c'est pour ça que je crois qu'au niveau de la formation et des jeunes qu'on accueille, je regrette, mais il faut qu'on ait quand même quelque chose de l'ordre d'une passion pour la communication, parce que c'est, voilà quoi. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est une dimension importante de notre vie. Assomptionné, passionné par la communication, Nicolas. Ouais, il y a quand même des choses qui se font dans la formation, c'est pas grand chose, mais je pense que c'est mieux que rien. Donc moi en tout cas au noviciat, donc peut-être pas la première année, mais après, j'avais toujours une journée sur les réseaux sociaux, voilà, un petit peu pour en discuter avec les novices, pour essayer de présenter ce qu'il y avait un peu derrière l'envers du décor. Donc je pense que cette année j'en ferai un peu plus. Puis là, depuis quelques années, une formation qui s'appelle l'AFRM, formation des responsables de noviciat. Donc c'est une formation pour des religieuses qui vont être ensuite des novices. Donc il y a toujours une session de 3 jours sur la communication, donc qui est animée l'année dernière, il y avait Dominique Greiner, Arnaud Libert et puis moi. Et en fait, ils sont allés nous chercher par Bayard. Et ça justement, c'est quelque chose qu'on a dit dans le chapitre. Si on veut faire quelque chose dans la communication, sur les réseaux sociaux, etc., il faut le faire avec Bayard. Ils ont une expertise, un professionnalisme que nous, on n'a pas forcément. Sur Abidjan, on est en train de mettre en place une nouvelle communauté, une bibliothèque spécialisée dans le domaine de la communication. On veut créer un lien avec la faculté de communication de l'Université catholique d'Abidjan.
Et donc, voilà, on réfléchit sur ce qu'on peut faire en termes de formation dans ce domaine. Merci. On a des questions. Clément, tu voulais nous dire quelque chose? En vous écoutant parler, je pense que moi, j'ai le souvenir d'être allé à Bayard pour une rentrée des jeunes religieux. Je me souviens, c'était en 2017. On était à l'auberge de jeunesse. J'avais trouvé ça intéressant. Ça permet de découvrir Bayard déjà pour beaucoup d'entre nous. Parce que c'est vrai qu'on dit Bayard pour un Français, il n'y a pas de problème. Mais dans un deuxième temps, on parle de communication, mais je ne sais pas vraiment toujours ce qu'on entend exactement par ce terme. Ça veut dire que est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à produire, je ne sais pas de quelle manière, mais pas forcément un document, mais une réflexion commune sur qu'est-ce qu'on communique et ce qu'on communique. Est-ce que c'est la vérité de l'évangile, la bonne nouvelle? Est-ce qu'on va être affirmatif comme ces vidéos du dominicain là, je les regarde pour justement avoir un... C'est pas que j'aime ce qu'il fait, mais j'essaye de voir un peu comment il le fait. Et des fois, je suis un peu décontenancé parce que je trouve que pour un jeune qui regarde ça, ça peut être très culpabilisant. Des fois, il y a des messages très péremptoires. On va dire que c'est la spiritualité dominicaine. Je suis accompagné par un dominicain, donc tous les dominicains sont pas comme. Voilà, mais c'était la question de savoir comment on communique. Et par exemple, moi je suis un peu frappé souvent quand je vais sur Facebook ou quand je vais sur WhatsApp, le nombre de religieux qui font des sacrifices tous les jours. Je ne sais pas quel objectif pédagogique il y a aussi derrière les communications qu'on fait aussi. Est-ce qu'il y a un message qu'on veut laisser passer ou est-ce que c'est juste pour dire oh regardez j'étais au CMJ, c'était très bien, mais voilà. Et pas vous. Mais ça peut être vu aussi comme des choses parce que on est dans une société où on cherche à briller, à montrer qu'on est différent, qu'on est original, qu'on fait des choses super, et ça c'est pas très original au final, de vouloir montrer qu'on fait un truc exceptionnel. Voilà. Mais c'est aussi, je donne cet exemple-là un peu provocateur, exprès pour poser la question de, en tant que religieux assomptionniste, quelle image je donne aussi, voilà. Et ça mériterait des échanges, à mon avis, qui seraient passionnants, voire passionnants. Donc juste réagir à ça, moi, un de mes rêves, c'est que nos révisions de vie en communauté, il y en a une qui puisse porter sur nos pages Facebook. C'est-à-dire que quand je fais mon tour de révision de vie, ben je montre qu'est-ce qu'il y a sur mon Facebook. Quelle image je donne? Est-ce que je suis un religieux? Est-ce que je suis un religieux assomptionniste? Non, mais quelle image je donne de moi-même? Ou est-ce que c'est mon ego? Donc, c'est de l'ordre de la révision de vie. Et je dirais que ce serait une révision de vie moderne. Ouais, adapté à notre temps. Ouais, pour relire le règne de Dieu. Donc déjà Facebook, c'est déjà les plus de 30 ans. Oui. Non, parce que ça c'est en Europe. En fait, on voit beaucoup de communication comme médias, comme Bayard Presse, mais je pense que c'est communication comme Bayard, médias, les journaux et tout ça, et c'est très fort en France, grâce à Bayard Presse, mais ailleurs, comme l'autre province, c'est vraiment très faible. Et est-ce qu'on peut continuer toujours ces communications ou on peut découvrir l'autre domaine? Ça veut dire que c'est pas forcément la communication. Il faut développer l'autre. Je ne sais pas quoi, mais... Il ne faut pas oublier qu'au Congo, il y a 3 radios et une chaîne télé. Et qu'en Argentine et au Chili, il y a une sorte de petit magazine qui n'est pas très développé, mais pour les faire. Donc il n'y a pas que Bayard dans la communication un peu fondamentale. Pour le Congo, les 3 radios sont très importantes. Et elles ont un rôle important aussi dans cette situation de guerre. Mais moi je ne l'écoute pas, donc je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me dit. Pour justement essayer de débugger toutes les fausses rumeurs, les choses comme ça, sur les massacres, sur les choses comme ça. Donc la communication, c'est pas que Bayard. Il y a d'autres provinces qui ont trouvé d'autres moyens de faire de la communication plus adaptés à leur réalité. Si je peux aussi ajouter, parce que je faisais une année de la commission contre la numérique,
à mon avis, on ne manque pas d'être consommateur et producteur. On est là, parfois, on consomme Facebook, WhatsApp, etc., Instagram, mais ce qui manque, c'est deux choses, c'est les études et la réflexion là-dessus, parce qu'on peut être dans la plateforme sans réfléchir ce qu'on fait. Et puis, deuxièmement, c'est aussi, selon la Commission numérique continue, contre la numérique, c'est l'investissement. On parle des dominicains, les frères réfléchissent, écrivent ce qu'ils veulent dire. Il y a une équipe de personnel qui font des émissions, qui font l'editing, etc. Et ce qui manque, à mon avis, c'est aussi l'investissement au niveau du personnel, au niveau du budget aussi, à mon avis, le matériel, pour que les frères puissent simplement concentrer. Si on dit la communication, c'est pour l'évangélisation, par exemple, et ben, le travail, c'est juste pour annoncer l'évangile et pas parce que réaliser une vidéo de 5 minutes, il faut parfois une semaine pour faire ça. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est pas si simple de faire une vidéo de 3-5 minutes avec beaucoup des images, des musiques, etc. Et ce qui est problématique, c'est que voilà, les frères n'ont pas le temps pour ça. Et on n'a pas la formation, le temps aussi pour ça. Et dans la réflexion, il y a aussi tout ce qu'on dit sur l'infobésité. Est-ce que si on réussit, nous, à produire une vidéo de 5 minutes tous les jours, sur même c'est-à-dire montée, est-ce que finalement ça a un impact monstrueux? Est-ce que c'est là que le monde nous attend? Non, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion de faire, à la fin du séminaire, moi j'avais fait un Twitch, au sens d'être en direct avec du monde, et un peu le style que j'avais un peu donné, pour moi qui était important, c'est déjà pas être seul au niveau de la communication. Et du coup, j'avais demandé à un frère d'être avec lui, on était tous les deux à table avec les moyens du bord, et j'avais mis donc sur la mise en scène, c'était un frère, moi, et puis au centre, j'avais mis l'icône du Christ. Et en fait, dans ce style de communication, pour moi, c'est le Christ nous envoie deux par deux, c'est la raison, mais là, en tout cas, on va montrer que, on est dans un dialogue. Et en fait, pour moi, c'était le style 1, déjà pas être tout seul. Pour moi, c'est un élément important qui peut-être dit quelque chose, justement, de notre vie communautaire, et de cette dimension que la vérité, elle se trouve aussi dans un dialogue. On n'a pas toute la réponse. Et le deuxième point, pour moi, c'est la question de la simplicité. Le Christ, il nous envoie avec rien, partez sans rien. Du coup, pour moi, je verrais un style, on va dire chrétien, de présence sur les réseaux, c'est la simplicité. Pas chercher à faire trop de visibilité. Et c'est qu'être à deux, on pourra manifester, voyez comme ils s'aiment, et voyez comme ils aiment le Seigneur. Et à partir de là, je pense que moi, c'est un peu les deux bases. À deux, et la simplicité, pour moi, ça donne de style de présence, et qui ne demande pas de faire des choses trop compliquées non plus. Mais il faut qualité aussi. Simplicité et qualité. Sinon, c'est banal. Alors, il y a d'autres sujets. Une dernière. Une dernière dont je vais profiter pour faire 2 en 1. D'abord, vos convictions, c'est noté au tableau. Et j'avais aussi une question par rapport à la formation. Le Père Jean-Paul, tout à l'heure dans son intervention, et même là, c'est revenu à plusieurs niveaux. Le sujet de la formation était quelque chose de très débattu aux différents chapitres. Est-ce que à ces chapitres-là, une politique a été mise en place afin d'amener les jeunes en formation à s'intéresser aux différents domaines, aux différentes missions de l'Assomption? Je prends par exemple, je vais revenir encore sur la communication, je prends par exemple Baya. Aujourd'hui à Baya Presse en France, on se rend compte qu'on a moins de religieux. Je ne sais pas si vous avez le nombre de religieux qui travaillent à Baya, alors que Baya appartient à l'Assomption, ça fait partie de l'une de nos œuvres majeures. Mais on se rendra bien compte que la majorité des jeunes, en tout cas qui rentrent à l'Assomption, ne sont pas vraiment portés vers la communication. Donc, est-ce que lors de ces chapitres-là, vous avez pu mettre en place une politique afin d'amener les jeunes en formation à s'intéresser aux œuvres de la congrégation? Formation. Il y aura un temps spécifique sur la formation pendant la session. Par contre, il y a quand même moyen de répondre sur un autre point, ce que tu dis.
dans le texte sur la communication, il y a une recommandation qui a été faite pour la province d'Europe, pour que le conseil provincial soit attentif à nommer des frères dans l'œuvre de Bayard. Significatif. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus plus spécifiquement pour la formation mardi matin. Au niveau général, il y a une liste qu'on appelle les postes clés. Et puis il y a aussi donc, ces deux outils, les postes clés qui on a identifié au niveau général une trentaine de postes clés, dont certains la formation, certains dans les œuvres mobilisatrices. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des œuvres mobilisatrices dont Bayard est. Et on a essayé, mais pas assez, il faut bien dire que ça n'a pas été un très grand succès. On a essayé de nommer des gens dans certaines, en première nomination apostolique ou en poste clé pour renforcer ces œuvres. Voilà. La difficulté est la suivante, c'est que dans les postes clés, c'est un poste important, il faut avoir 10 ans d'inculturation pour pouvoir y entrer. Hein? Si on dit rédacteur en chef religieux du pèlerin, tu ne pourras pas le faire tout de suite. Il faut que tu vives en France pendant 10 ans, que tu comprennes l'Église de France, etc. Et que tu comprennes Bayard, il faut 10 ans de formation. Si on veut être Vice President Mission de Assumption University, c'est la même chose. Il faut habiter 10 ans aux États-Unis pour comprendre la mentalité américaine. C'est ça la difficulté de la solution. C'est qu'en fait, il faut préparer les gens sur une très longue durée pour qu'ils puissent investir dans certains postes où on aurait besoin d'un peu. Peut-être un élément de base qui ne rentre pas dans les détails que j'ignore. Moi, ce que je crois, et c'est important de vous le dire, c'est que je pense que l'Assomption a besoin des gens, de jeunes, qui aiment la fonction et qui sont passionnés pour les domaines dans lesquels cette congrégation est engagée. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais en fait, c'est trop flou dans leur tête. Ils n'arrivent pas à bien percevoir, en fait, finalement, vers quel domaine je veux vraiment me... Donc, la passion, en fait, je pense que le père Gaston, c'était ça. Et ceux qui l'ont accompagné, il y a eu des gens passionnés, quoi. Et quand je vois Bernard parler, je ne sais pas si vous avez vu, non, bon, il est ici, mais bon, je peux parler de lui parce que je pense qu'il a fait un livre d'entretien avec Frédéric Lenoir autour de sa mission au CCFD. Et vous lisez ça, vous voyez quoi, un homme, un religieux assomptionniste, incarné quoi, dans le monde, passionné de sa congrégation et des questions, et je pense que c'est ça qu'il nous faut. Continuons sur les convictions. Oui, sur les choses. Vous n'êtes pas prêtres tous encore, hein, donc vous faites des demandes pour les vœux temporaires, des demandes pour les vœux perpétuels, des demandes pour le diaconat. Dans ces demandes-là, il faut exprimer votre passion, ce que vous voulez faire. Nous, on lit, j'ai fait ça pendant 12 ans, j'ai fait ça pendant 12 ans aussi. On lit des documents où il n'y a rien. Le mec, il dit rien. On n'a aucune idée de ce qu'il veut faire. Ou alors, bon, il touche un peu à l'informatique, donc il parle de faire des études d'informatique, mais il est aussi bon en pâtisserie, donc il voudrait faire de la pâtisserie. Rien. Essayez d'exprimer ce que vous voulez faire, qu'on puisse vous orienter. Pour être provocant, je dis, mais dites-nous vos passions et pas seulement de nous dire je vais être curé de paroisse. C'est quand même pas mal d'être. Le père Dalson, pendant 40 ans, était vicaire général, et comme supérieur général, il n'a pas fait une paroisse. Non, mais il faut que ça nous fasse réfléchir, ça. 40 ans, vicaire général avec 4 évêques. Et quand il est mort, il n'y avait aucun assomptionniste dans une paroisse. Ça, il faut que ça nous fasse réfléchir. Dernier mot, une commission peut-être pour nous continuer à travailler. Moi, je suis aussi vicaire, c'est ça la bonne. Je suis à la fois curé et vicaire. Une conviction, il y a une expression de Nicolas Poutou, il a dit, les bons noviciats, dans les bons noviciats, tout. Donc on peut dire dans les bonnes maisons de formation, tout est bon père. Mais justement, c'est les frères qui sont à côté de cette maison. Prenez votre formation au sérieux et des conditions fortes. Je suis convaincu que si nous soignons notre formation, nous serons de bons religieux assomptionnistes. De bons religieux assomptionnistes. Point.
Nicolas, tu as une conviction Oui, c'est d'abord j'en parle le temps que je réfléchisse. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Assomption, c'est une belle famille. Vraiment, je le dis du fond du cœur. Et puis, j'ai une autre conviction, c'est que je pense que le monde, il n'y a pas que nous, hein, mais je parle de nous. Je pense que le monde a besoin de notre style et de l'offre, entre guillemets, que nous faisons sur le plan apostolique. J'ai que quelques secondes, mais donc il faudra bien plus de temps. Moi, je vais revenir au domaine économique. Une conviction, c'est que l'Assomption n'a de futur que si nous sommes tous solidaires. On parle beaucoup de fraternité, mais beaucoup moins de solidarité. La solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut partager tout l'argent qu'on reçoit. Salaire, dons, machin, et se rendre compte que chacun d'entre nous, quand on a fini les études, on est responsable de faire vivre sa communauté, de faire vivre sa région, sa vice-province, sa province, la congrégation. À l'Assomption, trop de gens attendent l'argent d'en haut, sans savoir d'où il vient. L'argent doit venir de nous, et c'est à nous de construire la congrégation. Et si ça ne change pas, l'Assomption n'a pas beaucoup de futur. Et dernière condition, dernier mot. Moi, je pense que, évidemment, vous le savez tous, que l'Assomption, c'est une congrégation de religieux apostoliques. En fait, si on entre à l'Assomption, c'est pas d'abord pour nous, c'est peut-être aussi pour nous, parce qu'on a des frères sympas, que ça nous rend heureux, etc. Et c'est aussi pour les autres. Voilà, c'est aussi pour le service apostolique et pour rendre heureux les autres. Je me rappelle un des frères qui est maintenant décédé, il disait on entre à l'Assomption pour être heureux, on y reste pour rendre les autres heureux. Advenia Feluctum, que ton règne vienne parmi nous. Advenia, advenia, que ton règne vienne parmi nous. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé à cette table ronde. Nous pouvons continuer nos échanges dans les coulisses. Je vous invite à poursuivre le règne de Dieu en vous, en nous et autour de nous.